Salut Guillaume, enchanté. Salut Raphaël, ravi. Écoute, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de temps pour cette série d'interviews que je mène dans le cadre du Master 2 que j'anime au sein du pôle de Vinci sur la problématique Drive to Store, hein. Je crois que c'est quelque chose que tu connais bien. Je commence toujours la première question. Bah, est-ce que tu peux te présenter, puis est-ce que tu peux nous présenter ta boîte finalement? Ouais, donc je m'appelle Guillaume Tassetto, je suis le fondateur de Kairos Fire. Notre métier, c'est de mesurer l'impact qu'a la publicité sur le trafic en magasin. On est capable aujourd'hui de mesurer l'impact à la fois de campagnes online, mais aussi de campagnes offline, comme la télé, l'affichage, les prospectus et normalement cette année la radio. Mhm. Une autre partie de notre métier, c'est également d'optimiser ces campagnes, c'est-à-dire à budget égal, d'augmenter, de booster leur performance. Ça marche. Alors, concrètement, votre cœur de métier, c'est quoi? C'est d'installer des boîtiers qu'on appelle du beacon, Bluetooth Low Energy. Ça se passe comment? Bah, notre métier, c'est d'abord de collecter une donnée de trafic en magasin physique, la plus fiable possible. Pour info, quand une solution basée sur GPS mesure une visite en magasin, elle n'est fiable que dans 5% des cas. C'est pour ça que Facebook, par exemple, qui avait une solution de mesure depuis 4 ans, qui était en bêta test, l'a abandonnée en 2020 parce que c'était pas suffisamment fiable. Et donc, ça les mettait en porte-à-faux vis-à-vis de leurs clients. Et pour avoir une donnée extrêmement fiable, effectivement, on déploie des boîtiers qui sont des boîtiers beacon en point de vente. Ouais. Et d'ailleurs, on vient de passer la barre des 32 000 boîtiers déployés en France là, en 2 ans. 32 000. Ah ouais, c'est pas mal. Et alors là, on est vraiment dans le cœur du dispositif, bah, dans ce qu'on appelle le Drive to Store, hein, puisque l'idée, c'est de faire de la visite incrémentale depuis des campagnes digitales vers un point de vente. Enfin, moi, j'ai quand même une question. Parce que le beacon, ça fait longtemps qu'on en parle. Moi, quand j'étais chez Pageaude Solocal, j'avais fait des bêta-tests avec Orange à l'époque. Et donc, dans le 15e arrondissement, ça marchait très bien, sauf que le SDK Orange dans notre application, mais il te bouffait la batterie en 2 heures. On avait dû l'enlever. Donc, depuis que Apple avait lancé, je crois, eBeacon, c'était genre 2013, un truc comme ça. Ça a vraiment décollé aujourd'hui? En fait, le sujet, c'est pas vraiment le beacon. Le sujet, c'est de collecter une donnée qui est extrêmement fiable, qui permet de la collecter de manière légale Ouais. et qui soit aussi scalable, industrialisable dans son déploiement. Et en fait, la seule technologie qui correspond à ces 3 exigences que l'on avait, bien avant l'arrivée de la RGPD d'ailleurs, c'était le beacon. Tu as bonne mémoire, ça a été lancé en 2013 par Apple dans une keynote. Et Beacon, c'était juste iBeacon au sein d'un nuage de tags de nouveautés. Et Ouais. donc Apple n'a jamais vraiment donné de directive D'accord. par rapport à cette technologie. C'était surtout un moyen fourni au marché, encore une fois, pour collecter de la donnée en point de vente de manière propre vis-à-vis de la privacy des utilisateurs. À l'époque, tu t'en souviens peut-être, il y avait beaucoup d'acteurs qui utilisaient des bornes Wi-Fi Tout à fait, pour oui. tracer les gens à partir de leur adresse MAC. Mm. Je parle peut-être un petit peu chinois, mais l'adresse MAC est considérée comme une donnée très personnelle par la CNIL, Ouais. qui bouge pas, à laquelle que tu ne peux pas réinitialiser sur ton téléphone, L'adresse etc., etc. MAC, hein, Donc c'est ils ont mis vraiment à disposition. l'adresse, c'est la plaque d'immatriculation de ton hardware finalement. Ouais, et qui est en fait utilisé pour se connecter au Wi-Fi et dont l'usage publicitaire est un usage extrêmement détourné et pas du tout respectueux de la vie privée des gens. Le problème du beacon, c'est que il a été mal pensé, en fait, mal utilisé. Il a été beaucoup utilisé, beaucoup pensé pour faire du push notification à l'entrée d'un magasin. Ouais. Et pour faire du push notification à l'entrée du magasin, il faut avoir l'application mobile de la marque. Et en fait, très peu de gens ont les applications mobiles des marques. Donc, il n'y avait pas suffisamment de volume. Et donc, ce use case-là, petit à petit, a disparu. Donc, nous, on n'est pas parti du use case. On est parti de ce qu'on voulait faire et ce qu'on voulait apporter au marché. Et on est arrivé à cette techno. Donc, la faiblesse du beacon, c'était d'avoir son SDK dans une app qui a suffisamment d'audience. Et Ouais. on a pallié cette faiblesse, cette difficulté, en intégrant le SDK, non pas dans les apps de nos clients, mais dans des apps médias, très grand public, très téléchargées, qui nous permettaient d'avoir beaucoup plus de volume. D'accord. Et alors justement, tes clients, c'est qui aujourd'hui? Bah, c'est beaucoup de monde maintenant, hein, 32 000 boîtiers, t'imagines bien, ça fait beaucoup de magasins, donc c'est des gros réseaux de magasins, de points de vente dans tous les secteurs d'activité. Ouais. Ça va de Alliance, dont on a équipé les 2300 agences, à Intermarché, dont on a équipé les 1873 magasins, en passant par Bouygues Télécom, But, les Galeries Lafayette, Auchan, etc. Ouais, que des grands comptes et des belles enseignes. Sephora.
Alors, du coup, aujourd'hui, ton modèle, c'est quoi? Tu disais d'optimiser, mais j'imagine que vous travaillez avec des agences en amont, puis également en post, entrée dans le magasin. Ça se passe comment? Oui, en fait, on apporte de la valeur. Moi, j'aime bien dire qu'on ubérise personne. Comme on collecte une donnée qui n'existait pas, on ne vient pas prendre de la valeur à plein d'acteurs qui existaient avant nous. On vient apporter de la valeur à différents acteurs, les annonceurs, évidemment, les agences médias, comme tu l'évoques, mais aussi les régies qui se servent de nous pour valoriser leur inventaire auprès de leurs clients. Parce que du coup, elles peuvent dire en étant powered by Kairos, le plan média qu'elles vont pouvoir proposer conjointement avec l'agence va être parfaitement adapté au trafic naturel du point de vente. D'accord, c'est cool ça. Puis surtout, enfin, je crois que j'ai vu des alliances. On parlait l'autre jour de ce qu'a pu mettre en place S4M avec ICO notamment. Hein. Je crois qu'ils ont appelé l'offre Drive to Shelf. Donc c'est que c'est en train de se structurer. Le marché est en train de se structurer un petit peu là. Oui, alors, Ouais, vas-y, vas-y. je t'en prie. Non, non, nous, on n'est pas un acteur du drive to store, hein, on est vraiment un acteur de la mesure et de l'optimisation Mesure. média. Ouais. Et d'ailleurs, tu parles beaucoup de drive to store, mais en fait, le sujet est beaucoup plus large que le drive to store. On parle beaucoup de e-commerce, mais Ouais. le e-commerce, en moyenne, encore en 2022, c'est que 11% du commerce. Donc, le gros enjeu de croissance, surtout après les années Covid là, et de fermeture de magasins, le gros enjeu de croissance pour les enseignes, ça passe par le commerce physique. Quand tu es vendu en magasin, quelle que soit ta campagne publicitaire, ça va avoir l'impact en magasin. On a beaucoup de concessions automobiles qui sont clientes, euh, qui sont vendues à 100% en point de vente physique encore aujourd'hui et qui ne font que des campagnes de branding. Donc leur D'accord. sujet, mais le sujet de la campagne de branding, bah, c'est de générer du trafic en magasin. Ok. Alors, tout à l'heure, tu parlais des applications de marque où finalement, c'est pas forcément votre cœur de cible, mais concrètement, ça se passe comment? Donc, tu as un SDK dans une application tierce. Ça te génère un push notification quand tu passes la porte. Enfin, moi, je sais que la première fois que je l'ai vu, justement, c'était chez Apple et chez Orange. Donc, deux gens qui sont vraiment dans le milieu et que ça surprend la première fois où à peine tu as passé la porte, qu'on te dit, on t'envoie un push en disant il y a tel vendeur qui va vous recevoir au comptoir numéro 5. Là, aujourd'hui, c'est quoi la killer feature, le cas d'usage, vraiment? Bah, il n'y a pas vraiment de cas d'usage pour l'utilisateur final, hein. Ouais, Nous, notre pour la utilisateur marque. final, c'est l'annonceur, Ouais. l'agence et la régie. Donc, toi, tu vas rentrer chez Sephora. Notre SDK qui est intégré dans des apps très grand public va te détecter, Mhm. va détecter le boîtier en fait qui est présent dans le magasin. Et ensuite, moi, je vais réconcilier cette information de visite Ouais. pour faire mes rapports de mesure et d'optimisation. Mais toi, en tant qu'utilisateur, c'est très fluide, enfin, tu verras rien. D'accord. Alors, moi, la question que j'ai, tu me dis que tu fais de la mesure. On a vu beaucoup, enfin, je parlais à mes étudiants, tout l'effet showrooming, hein, qui, malheureusement gangrène les magasins depuis quelques années. Hein. Pour rappel, le showrooming, c'est le fait d'aller dans un magasin, de voir un article physique, de le prendre, de le manipuler, et puis finalement de le reposer, et puis de prendre son téléphone et de le commander sur Amazon alors que tu es même encore dans le magasin. Et je leur parle également de tout ce qui est vendeur augmenté, qui va avoir sa tablette et qui va être prévenu dès que tu rentres dans le magasin pour te sauter dessus et te proposer de nouveaux articles en relation avec ce que tu as déjà acheté avant. Toi, tu te positionnes comment par rapport à ça et par rapport à ce que fait la marque derrière? Ben, nous, on n'est pas vraiment sur ce sujet. Là, tu parles beaucoup de showrooming en point de vente Ouais. physique, mais moi, je crois aussi qu'il y a du showrooming sur le digital, hein. Ah, c'est du web roaming dans ces Les, cas-là. du web roaming, tu vas passer beaucoup de temps à te renseigner et puis finalement, tu vas aller en magasin parce que il y a beaucoup d'informations sur Internet, mais c'est difficile peut-être d'avoir une information qui soit Ouais. neutre et précise. Et tu vas finalement acheter en magasin. Donc en fait, le sujet, c'est plutôt l'omnicanalité. On en parle depuis longtemps Ouais. des parcours, et ça se retrouve, ça se ressent, et ça se retrouve dans notre activité où on mesure, on optimise des campagnes web to web, Ouais. à partir de données de trafic en magasin. Parce que ce qu'a compris la marque, c'est qu'en fait, il va y avoir des gens qu'elle va générer, elle va générer du trafic sur son site internet, mais pour des gens qui vont aller consommer en magasin physique. Voilà, donc c'est plutôt une omnicanalité pour moi le sujet que le showroom. Et alors, pour continuer ce sujet, parce que on avait parlé pardon, en préparant cette interview, mais tu me parlais de la TV et tout à l'heure, tu nous as également annoncé la radio. Comment ça marche? Ben ouais, à chaque fois, on a une façon différente d'y arriver. Donc, pour la télé, on a des deals avec des opérateurs télécoms
Donc, c'est vraiment la télé sur ton canapé. La box sait que tu étais connecté à telle heure sur TF1. L'agence média sait qu'à telle heure sur TF1, il y avait le spot de son client. Et grâce à leur écosystème d'applications mobiles loguées, très téléchargées, elles sont capables de nous envoyer l'identifiant que nous, on connaît, qui s'appelle l'Advertising ID, qui est l'identifiant publicitaire du téléphone. Et donc, ça nous permet de faire le lien entre une exposition publicitaire et la visite en magasin. Et on s'en sert pour mesurer l'impact des campagnes. C'est la première fois que nos clients connaissent le ROI de leur campagne télé sur le trafic en magasin. Et dans l'autre sens, on se sert de ces données de trafic en magasin pour identifier au sein de la grille de TF1, d'M6, de France Télé, les spots télé qui ont le meilleur rapport coût-affinité avec le trafic en magasin d'un client en particulier, ce qui permet à la régie de se valoriser grandement. Pour l'affichage, c'est encore différent. Les mêmes boîtiers que je mets en magasin, je les mets sur les panneaux d'affichage. Allez, et ça dans la rue. Exactement, donc je détecte des gens qui passent devant les panneaux, je vois si je les retrouve ensuite en magasin, et pareil, ça me permet de trier par ordre d'affinité et de coût les différents panneaux qui sont autour d'un magasin pour accompagner au mieux nos clients. Ça, c'est excellent. Alors, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, le Bluetooth, ça fait longtemps qu'on en parle, et notamment dans les panneaux d'affichage. Et il y avait toujours le problème il fallait que le Bluetooth soit activé. Mais je pense qu'aujourd'hui, a priori, comme tout le monde a au moins des écouteurs, enfin des oreillettes ou une montre connectée, a priori, le Bluetooth, il est toujours activé. Enfin, je pense sur une grosse partie, non? Déjà, parfois on nous demande quel est l'avenir du beacon. Ouais. Le sujet, c'est pas l'avenir du beacon. Le sujet, c'est l'avenir de la technologie qui est embarquée par le beacon. Et la technologie embarquée par le beacon, c'est le Bluetooth, dont la puce est intégrée dans chaque smartphone qui est vendu dans le monde. Ouais. Donc demain, s'il y a une technologie plus efficace que le Bluetooth qui est intégrée dans autant de smartphones, on passera par cette technologie. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que tu évoques sur l'ouverture de Bluetooth, effectivement, en fait, les gens ne le savent pas forcément, mais quand tu désactives ton Bluetooth, en fait, il reste allumé. Ça va te déconnecter de tes objets connectés, parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que ce qui consomme de la batterie, c'est pas d'avoir le Bluetooth allumé. C'était le cas en 2013, mais maintenant il y a le BLE, il y a le Bluetooth Low Energy, qui consomme 1% toutes les 6 heures, donc c'est vraiment négligeable. Ce qui consomme de la batterie, c'est de streamer de la donnée vers des objets connectés par le Bluetooth. Donc quand tu désactives ton Bluetooth, ce que Apple comprend, c'est que tu veux économiser ta batterie. Ouais. Donc il va te déconnecter, lui sait ce que tu ne sais pas, donc il va te déconnecter des objets connectés, mais pour préserver ton expérience utilisateur, si par exemple tu reçois un appel que tu veux prendre via tes écouteurs Bluetooth, si ta puce Bluetooth est éteinte, il va falloir la rallumer, la rebooter, ça va prendre un petit peu de temps et tu risques de perdre ton appel. Donc Apple réunit un peu le meilleur de deux mondes. Quand tu éteins ton Bluetooth, tu te déconnectes des objets connectés, donc tu ne consommes pas de batterie. Mais si tu reçois un appel, tu peux le prendre très rapidement. Et nous, ça nous aide, évidemment, parce que ça veut dire que maintenant, le Bluetooth est allumé sur 100% des téléphones. C'est génial. Donc en fait, tu penses que tu n'es pas traqué et en fait, tu es quand même traqué. Mais alors, oui et non, parce que nous, on ne collecte de la donnée que sur les gens qui ont donné leur consentement à Kairos pour géolocaliser les fins de mesure via nos apps partenaires. C'était la question que j'allais te poser. C'est tout à l'heure, tu m'as même dit que vous faisiez, au niveau données, vous étiez respectueux même avant la RGPD. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, déjà, est-ce que la RGPD a eu un impact sur vous? Et puisqu'on parle beaucoup d'Apple, tu sais qu'ils ont sorti il y a un peu moins d'un an, en avril 2021, le iOS 14.5 avec l'ATT, l'App Tracking Transparency, qui était un opt-in pour permettre, qui demandait en fait si les SDK publicitaires avaient le droit de te suivre ou pas au sein des applications. Et c'est vrai qu'au niveau monde, je crois qu'il y avait un opt-in qui était l'ordre de 15% et ça a été un raz-de-marée là-dessus. Donc, est-ce que ça a eu un impact pour vous? Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. D'abord, sur la RGPD, ça a eu un impact parce que ça a mis au tapis tous nos concurrents qui faisaient n'importe quoi avec les données personnelles. Donc comme nous, on l'avait anticipé, la RGPD n'a pas vraiment changé les règles de collecte des consentements qui étaient déjà très claires avant. Ça a surtout créé de la co-responsabilité entre acteurs. Donc nous, voilà, comme on l'avait anticipé, ça nous a renforcés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut comprendre sur les choix. Donc, petit a, pour répondre sur Apple, comme nous, on fait de la mesure extrapolée statistiquement, on a besoin de beaucoup moins de volume de données que des régies publicitaires. Donc, en fait, on n'est pas impacté par la plus grande difficulté à collecter de la donnée sur Apple. Petit b, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Apple n'agit que dans son intérêt propre. Et son intérêt propre,
c'est de générer des revenus. Et les revenus d'Apple sont générés principalement, non pas par les ventes de téléphones, mais par l'App Store et par les 30% qu'ils prennent sur chaque transaction qui est activée dans une application mobile, qui sont dépensés dans une application mobile. Donc en fait, la guerre d'Apple, c'est pas du tout une guerre pour la privacy de leurs utilisateurs. Je vais même aller plus loin, je veux dire qu'ils s'en fichent parce que eux-mêmes traquent leurs utilisateurs sans le dire. Donc voilà, c'est pas vraiment leur sujet. Leur sujet, c'est de maintenir le revenu et de faire en sorte que l'argent qui est dépensé aujourd'hui en publicité mobile dans les applications sur lesquelles Apple ne gagne pas d'argent passe de plus en plus in-app, là où ils vont prendre 30%. Donc en fait, bref, donc voilà, il ne faut pas mélanger les sujets. Il y a les sujets RGPD qui sont vraiment là pour améliorer la privacy des gens, puis il y a les sujets d'Apple qui sont là surtout pour préserver les revenus d'Apple. Oui, on a vu notamment qu'ils avaient eu une mise en demeure de l'IAB et de la Marketing Mobile Association pour le fameux petit connecteur sur le suivi publicitaire qui était activé par défaut. Et là, ils ont eu gain de cause au niveau de Bruxelles et ils ont dû faire marche arrière. Ils empêchent les tiers d'accéder à des infos qu'eux-mêmes collectent. Donc effectivement, parce qu'ils maîtrisent leur écosystème. Et ils ne précisent pas sur leur CGU et sur leur site internet qu'ils utilisent cette donnée. Donc c'est un petit peu gênant. Tu m'étonnes. J'avais une question par rapport à tes cas clients. Moi, je vous ai découvert dans le cas d'une campagne que vous avez faite avec Mob Success, donc côté agence, et Jiffy comme client, où j'ai vu apparaître votre nom, et notamment sur tout ce qui est une grosse tendance de fond, qui est la dématérialisation du prospectus papier, du catalogue papier qui remplit nos boîtes aux lettres. Est-ce que ça, c'est une tendance forte du marché? C'est une tendance extrêmement forte. C'est une tendance lourde et qui a maintenant presque une décennie. Ouais. Sauf que c'est très compliqué pour les annonceurs parce que le prospectus génère énormément de trafic dans leur magasin. Donc c'est très compliqué pour eux de faire cette transition. Ils sont obligés d'y passer. D'abord parce qu'il y a des lois qui vont passer, des lois écologiques qui vont passer sur le papier. Ouais. Mais ces lois écologiques sont dans le pipe depuis plusieurs années. C'est pas ça qui les a fait passer à la transition digitale. Ce qui les fait passer à la transition digitale depuis le début de l'année, c'est des coûts du papier qui ont explosé. Ouais. Le coût du bois, en fait, le prix du bois a explosé. Et donc, ça crée des coûts plus élevés, mais ça crée aussi parfois des pénuries de papier ou dans des lieux, en fait, ils ne peuvent plus tracter. D'accord. Donc, en fait, voilà, c'est pas vraiment leur conscience écologique qui les fait faire cette transition, c'est vraiment une conscience très business. Voilà, mais tant mieux. Et donc là où on peut on les aide, c'est qu'en fait, on a le coût par visite. Leur sujet, c'est pas vraiment d'arrêter le papier du jour au lendemain, c'est plutôt d'identifier les magasins ou les zones pour les magasins qui sont les moins efficientes, là où le prospectus est le moins efficient par rapport au digital. Et c'est là où nous, notre rôle de tiers de confiance prend tout son sens, parce qu'on arrive à donner ce qu'on appelle un CPV, un coût par visite de chaque média dans la zone du magasin. On va donner le coût par visite des panneaux, on l'a évoqué, on va donner le coût par visite de Mob Success, de Facebook, de Google, et également du prospectus. Donc ça va permettre au magasin d'affiner ce qu'on appelle le mix média grâce à ces données, soit pour des magasins complètement arrêtés de prospectus, soit le limiter, mais en sachant où le limiter et surtout en sachant comment le remplacer. D'accord, c'est très clair. Et là, j'ai vu qu'il y a Leclerc qui avait fait une expérimentation, je crois, en Charente-Maritime. Et là, ils ont annoncé très récemment qu'ils arrêtaient sur toute la région de Lyon également, avec Wellpack sur la partie SMS. C'est vous qui opérez ça aussi? Ben voilà, ouais, c'est tout à fait, c'est un cas qu'on a fait avec Wellpack et Leclerc. Voilà, on commence à être un petit peu partout. Et tout le monde connaît tout le monde, c'est magnifique. On va reparler d'applications. Alors, on a beaucoup parlé d'iPhone qui vient à peine qui vient déjà de fêter ses 15 ans. Hein. Moi, je me souviens en avoir importé quelques-uns des États-Unis avant qu'ils sortent en France. Et aujourd'hui, d'après toi, c'est quoi l'impact du mobile de façon plus large sur le monde du retail finalement? C'est une question bien large, ça. Ouais. Je ne suis pas expert, moi, du sujet du mobile, paradoxalement, même si je baigne dedans depuis plusieurs années. Donc, j'aimerais pouvoir abreuver tes étudiants de chiffres sur le mobile, mais bon, je pense que ton cours s'en charge très bien et Google.fr s'en chargera très bien aussi. Mais évidemment que c'est un outil qui devient majeur. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a quelque temps, il y avait un peu un combat entre le web mobile versus les applications mobiles.
C'était ma question d'après. Ah, ben voilà, tu vois, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que c'est les apps qui vont gagner. Parce que ce sont les apps qui évoluent dans un univers logué. Ouais. Donc, ce sont les apps qui sont capables de collecter de la donnée de manière légale avec les consentements beaucoup plus simplement que des sites mobiles. Et dans ces apps, il y a un identifiant qui s'appelle Advertising ID, dont on en a parlé tout à l'heure, qui est un identifiant beaucoup plus respectueux de la privacy que les cookies IFA, ouais. qui sont voués à disparaître. Et donc, les groupes médias, et il y en a en France malheureusement, qui ont fait le pari du web mobile, Ouais. et pas des apps, aujourd'hui, tu vois, on en a encore vu un il y a 2 semaines, ben, on ne peut pas s'interfacer avec eux. Et donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être mesurés, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être optimisés. J'ose même pas. Et donc là, ça va leur coûter très cher. Du Progressive Web App, il n'y a pas de SDK dans une PWA. Non, il n'y en a pas. Donc, c'est pas possible. Petit copain de chez User Agent m'écoute. Et l'application mobile qui va le plus gagner, c'est Facebook, hein, ou c'est Snapchat, ou c'est Google, ou c'est Amazon. Ouais. La RGPD, en fait, elle a détruit le tissu européen de news médias sur site mobile, et elle a renforcé les apps qui sont en fait des apps américaines. Les donc c'est une catastrophe en fait pour l'écosystème européen. Et alors, puisqu'on parle d'applications et de marques, tout à l'heure tu me disais que le SDK sur lequel vous comptez, c'était dans un certain nombre d'apps tierces. Mais est-ce que tu n'as pas le sentiment justement qu'aujourd'hui toutes les marques sont en train massivement de s'équiper de leur propre application e-commerce, Drive to Store, Click and Collect et tout ça, non seulement pour remplacer la partie carte de fidélité, hein, les fameux wallets, mais aussi pour favoriser toute cette partie Click and Collect? Peut-être, et tant mieux pour elles. Elles le font probablement avec beaucoup de retard. Ouais. Et avant d'atteindre les niveaux de téléchargement des apps dont on a parlé, il va leur falloir beaucoup de temps. Mais ça leur permettra d'avoir des use cases, notamment en utilisant nos réseaux de beacon plus poussés. Clairement. Tu peux imaginer, tu vois, aujourd'hui, tu vas chez Sephora, tu vas pas forcément acheter, mais tu t'es quand même engagé très fortement avec la marque parce que tu es rentré dans son magasin, tu as peut-être discuté avec un vendeur, tu as regardé. Donc, c'est un engagement autrement plus impactant que juste avoir visité son site internet et puis le site internet de ses concurrents. Donc, se baser sur les beacons pour identifier des gens en magasin et créditer des points de fidélité juste par ta visite et pas que par ton achat, c'est des use cases qui vont devenir possibles demain si les marques ont des apps suffisamment puissantes. Génial. Et on a vu notamment que ça fait longtemps que Snapchat proposait tout ce qui était filtre géolocalisé. Hein, c'était le petit cadeau de fidélité quand tu rentrais dans un périmètre et que tu avais des filtres en réalité augmentée gratos. Et effectivement, le beacon permet de faire ce geofencing pour collecter ses points. Donc, c'est vrai que c'est de manière beaucoup plus fiable. Ouais. On arrive quasiment à la fin. Moi, j'avais une question un peu plus long terme. Moi, il y a un film que j'adore et d'ailleurs dont je montre régulièrement un morceau à mes étudiants, c'est Minority Report de Spielberg, avec Tom Cruise qui est pourchassé pour un crime qu'il n'a pas commis. Donc ça se passe dans un futur, je crois, 2040-2045. Et pour passer incognito, il va se faire opérer et changer ses yeux, parce qu'à cette époque, l'identification se fait par scan rétinien, et il va aller changer ses yeux avec ceux de Monsieur Nakamoto. Et donc, tu le vois déambuler dans les galeries marchandes, et notamment chez The Gap, et être retargeté toutes les 5 secondes grâce à ses rétines. Moi, j'ai envie de dire, c'est quoi l'avenir du tracking, la géolocalisation indoor, d'après toi? C'est une puce sous la peau, c'est encore du beacon? C'est certainement pas Minority Report. Déjà parce que de mémoire, c'est quand même un processus très douloureux de se faire changer les yeux. Dans le film, il a l'air d'avoir très très mal. Et blague à part, je pense qu'il faut faire attention avec les parallèles parce que ça fait très peur aux gens en fait ce tracking. Et la RGPD vient, je pense en grande partie aussi de Criteo, pour pas les nommer, qui a inventé le retargeting et qui est extrêmement agressif. Et tu vois, nous, on fait des mesures extrapolées statistiquement, on fait des optimisations, et en fait, des optimisations, ça veut dire moins de publicité. Ça veut pas dire plus de publicité. En fait, ce serait bien que les gens comprennent que plus de ciblage, ça veut dire moins de pubs. On a oublié ce que c'était que les pubs du web des années 2000. Je vais le dire vulgairement, mais c'était des lampes torches et du cul. Des choses
pas du tout, enfin assez agressives et pas du tout adaptées, pas du tout intéressantes. On oublie aussi que la publicité ciblée, ça vient d'identifiants qui sont collectés, qui permettent de rémunérer les éditeurs et qui créent du contenu journalistique qui leur permet d'être indépendants des grosses plateformes de GAFA. Donc moi, je préfère voir la publicité ciblée comme un moyen simple pour les utilisateurs, peu intrusif finalement, parce qu'en fait, il n'y a personne qui va venir chez moi parce que j'ai laissé mon advertising ID quelque part, ni mon cookie d'ailleurs. Hein. Ça, ce serait très intrusif, mais c'est évidemment pas ça qui se passe. Je préfère ça, je préfère vivre dans un monde comme ça qui permet de financer à moindre coût pour l'utilisateur l'indépendance des médias, qu'un monde où tout le monde est écouté par Facebook, parce qu'en fait, il n'y aura plus que Facebook qui restera, ou Google, avec des microphones sur le smartphone qui sont constamment allumés, même si on pense qu'ils sont éteints. Ouais. Donc c'est, voilà, j'espère que ce ne sera pas Minority Report. Je suis complètement en phase avec toi. Je ne sais pas si tu te souviens, mais lorsque début octobre, il y a eu le blackout de l'univers Facebook-Instagram là, pendant 6 heures, il y a Taboola, donc, qui est l'un des gros acteurs du native advertising, qui a sorti des chiffres en disant, voilà, du jour au lendemain, on a 20% des gens qui sont allés sur le vrai web des éditeurs et qui, du coup, n'allaient plus dans l'écosystème Facebook. Et c'est vrai que là, on voit que ça a complètement phagocyté, notamment toute la partie média. Et tu vois, et la boucle est bouclée. Ce qu'on se disait tout à l'heure sur Apple, c'est ça qu'Apple est en train de faire. Apple est en train de rapatrier, d'essayer de rapatrier les news sur sa plateforme, iTunes, l'App Store, pour mettre la main là-dessus. Donc, on a plutôt intérêt en fait à favoriser le tracking avec respect, mais à favoriser le tracking si on veut pas être dépendant de ces plateformes demain. Et surtout, faut faire en sorte que ça ne fasse pas peur, hein, parce que c'est toujours le sujet. Et Apple est très fort en ce qui concerne de faire peur. Exactement. Ouais. Guillaume, merci beaucoup. J'ai une toute dernière question que je pose sans arrêt. C'est demain, si toi, tu devais donner envie à mes étudiants de venir bosser pour toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Ah bah c'est une bonne question, c'est sympa. Tu me donnes une tribune pour recruter mes futurs collaborateurs. Je savais pas, c'est sympa. Mon stagiaire ou de l'alternant? Ouais, bah avec grand plaisir. Toujours preneur de talent. Moi, j'aurais adoré être dans ta classe et avoir un prof comme toi à l'école. Non, c'est vrai que nous, nos équipes sont passionnées par ce qu'on fait. On est au cœur c'est extrêmement varié ce qu'on fait, parce qu'en fait, on doit être expert de plein de médias différents. On discute avec les annonceurs, on discute avec les médias, on discute avec les régies, on discute avec des Facebook, des Snapchat, des Google, des JC2Co, enfin, c'est des TF1, c'est extrêmement large. Ouais. Et comme, en fait, on n'a pas d'équivalent sur le marché, on est vraiment en train de construire sur nos sujets le monde de demain. Et donc voilà, moi si j'avais été étudiant, je prêche un peu pour ma paroisse, je suis pas très objectif, mais j'aurais trouvé ça passionnant de venir nous rejoindre à ce moment-là. Ok, super. Bah écoute, un grand merci pour ton temps, c'était super et beaucoup. Merci à toi. Et surtout, je pense que tu dédiabolises un peu un métier et ça c'est vachement bien. Merci en fait. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, très bonne soirée. À bientôt, salut.